Bonjour à tous, je me présente, je suis Lisa Oulby, en troisième année en ingénierie blockchain à l'ESGI et je vais vous faire du coup une petite introduction sur la technologie blockchain. Alors qu'est-ce que blockchain, qu'est-ce que Bitcoin? J'imagine que vous en avez déjà tous entendu parler de cette crypto-monnaie et du coup je vais commencer par une petite introduction. La prochaine slide s'il vous plaît. C'est bon. Donc en fait, tout commence en 2008, quand Satoshi Nakamoto en fait va publier son livre blanc Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, dans lequel en fait il va définir, et de base c'est pour un système de monnaie électronique cryptographique pair à pair qui est le Bitcoin. Et c'est ensuite en 2009 qu'il va diffuser la première version du logiciel Bitcoin sur le site Peer-to-Peer Foundation. Donc ainsi, il va générer donc les premiers Bitcoins et en fait la principale originalité de ce réseau Bitcoin en fait tient dans son architecture qui est opérée en fait opérée au travers d'une chaîne de blocs, et c'est ainsi que Satoshi Nakamoto, alors un pseudonyme ou un groupe de personnes, venait de donner naissance à la blockchain. Donc nous, dans notre cursus, et puis une définition un peu globale, juste au-dessus, c'est juste avant la slide s'il te plaît. Donc en fait, une blockchain ici, on va voir ça comme une technologie open source de stockage, de transmission de données, et surtout en fait fondée sur des échanges peer-to-peer. Et du coup, par extension, en fait, elle va constituer une base de données publiques ou non dans le cadre de blockchain privées, mais ça on va en revenir juste après, mais surtout sans organe central de contrôle et donc sans autorité centrale. Merci. Merci. Du coup, blockchain vs DLT, donc on vient de voir que la blockchain, donc c'est une technologie open source de stockage, de transmission de données, décentralisée, des intermédiaires, sécurisée, mais surtout en fait, cette technologie, elle se distingue par des caractéristiques majeures qui en font toute sa force. Par exemple, en fait, cette technologie est immutable. On a simultanément, donc, on enregistre et on synchronise donc des informations et des échanges qui s'inscrivent donc dans une blockchain, et ils ne peuvent plus être modifiés et sont stockés définitivement. De plus, sa caractéristique en fait transparente, c'est-à-dire que tout le monde peut consulter l'ensemble des échanges, d'accord, de transactions enregistrées donc sur une blockchain, et ce depuis le tout premier bloc. Donc, c'est-à-dire sans administrateur central ni stockage de données centralisées. De plus, donc, on va avoir, comme je l'ai dit précédemment, fondé sur des échanges peer-to-peer, donc pair à pair, avec un algorithme de consensus, donc la notion de consensus qu'on va voir juste après, donc nécessaire pour assurer le fonctionnement du système. Donc ici, DLT, donc stands for Distributed Ledger Technologies, ou technologie plutôt de registre distribué. En fait, la blockchain est une des formes de registre distribué, donc qui peut être public ou privé. Donc cette typologie, on va la voir juste après. Mais souvent, en fait, le marché confond DLT et blockchain pour tout regrouper sous blockchain. Maintenant, nous, on l'appelle blockchain pour justement se correspondre au marché, d'accord, pour s'accorder au marché. Donc du coup, on parle de blockchain, donc les blockchains, mais de quoi parle-t-on? Donc on va avoir blockchain publique et blockchain privée, mais en fait chacune correspond à un périmètre précis, d'accord? Donc à gauche, on a les blockchains publiques, donc en fait il s'agit de blockchains accessibles à n'importe qui dans le monde, ok? En fait, aucune permission n'est à demander pour effectuer des transactions ou pour participer au processus de consensus. Donc finalement, en d'autres termes, en fait, tous les acteurs sont en situation égalitaire dans leur participation au réseau. On peut en citer quelques-unes, et notamment dans notre cursus, donc on a eu des cours spécifiques donc au vocabulaire, voilà, des blockchains. Par exemple, on va avoir des smart contracts, donc les contrats intelligents. On a eu des cours Ethereum, Tezos. On va bientôt avoir des cours, donc en troisième année, Bitcoin, et on a aussi la blockchain publique VeChain. D'ailleurs, pour revenir à la blockchain Bitcoin, ça fait pas longtemps qu'on a cité quand même, qu'on a fêté plutôt les 10 ans de Bitcoin. Donc
2009, 2010, donc 2019, 2020, on va dire. Et aussi, on va bientôt avoir le halving mineur. Donc, le halving mineur, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on va, vu que le coût du minage, il va être réduit, il va baisser, et bien en fait, on va baisser la récompense. Il me semble que c'est divisé par 2, moins 50%. Donc, les blockchains publiques plutôt, en fait, elles nécessitent une crypto-monnaie pour créer la confiance. Ensuite, à droite, on peut voir, on a aussi des blockchains privées. Du coup, qu'est-ce qu'une blockchain privée? En fait, comme son nom l'indique, en fait, c'est tournant sur un réseau privé dans lequel on a tous les participants qui sont connus et pour lequel, en fait, la gouvernance est assurée par une organisation. Okay. Donc, personne ne peut y accéder ou y participer sans y être autorisé. D'ailleurs, j'étais en train de dire, tout le monde peut consulter l'ensemble des échanges et des transactions pour les blockchains publiques, mais c'est techniquement, d'accord? Donc, pour revenir aux blockchains privées, donc ici, on n'a pas besoin de crypto-monnaie ni de preuve de travail. Dans le cadre de notre cursus, nos 4e et 5e années ont passé la certification R3 Corda, donc pas encore en 3e année, mais plutôt en 4e et 5e année. Et on peut citer aussi Hyperledger, Quorum. Prochaine slide, merci. Et du coup, donc comment prouver la validité des transactions dans un système distribué sans autorité centrale de décision? En fait, ici, on va avoir ce qu'on appelle donc les mécanismes de consensus. Donc, en fait, dans le monde de la blockchain, le consensus, il va désigner, en fait, c'est le mécanisme qui consiste à garantir qu'une transaction n'est pas frauduleuse ou qu'un bloc soit valide. Donc, en fait, le seul moyen d'émerger une validation globale donc au sein du réseau, c'est d'obtenir un vote général entre toutes les parties prenantes. Ok. Donc ici, en fait, on va avoir 4 principaux mécanismes de consensus. On va commencer par le proof of work, donc tout à gauche. En fait, proof of work ou preuve de travail en français. Ici, on va parler d'un mécanisme de validation d'un bloc qui va reposer en fait sur la résolution d'un problème crypto-mathématique complexe. Ok, donc en fait, le processus de résolution est appelé mining et ici, on va parler de mineur. Cette fois-ci, ce mécanisme n'est pas adapté aux blockchains d'entreprise pour des problèmes de performance, de coût énergétique, mais surtout aussi dans le cadre juridique, on ne peut pas signer avec Bitcoin, par exemple. Ensuite, on va avoir le mécanisme donc de consensus et proof of stake, donc preuve d'enjeu en français. En fait, c'est un mécanisme qui se base sur le montant cette fois-ci de crypto-monnaie mis à dessein en dépôt par un utilisateur. Okay. Et ici, en fait, ce processus est appelé minting et cette fois-ci, en fait, c'est adapté aux blockchains d'entreprise parce qu'on n'a pas de problème de performance ni de problème juridique. Ensuite, on va avoir aussi le Practical Byzantine Fault Tolerance. Ici, c'est un modèle plutôt basé sur une approche de signature de transaction pour apporter la preuve de conformité par plusieurs participants. Et cette fois-ci encore, c'est adapté aux blockchains d'entreprise. Enfin, on a aussi le Zero Knowledge Proof, le ZKP, ici basé en fait sur des mathématiques avancées, permettant statistiquement d'apporter la preuve d'existence d'un fait, sans en connaître les détails, et visant à établir un système 100% anonyme. Cette fois-ci, peu adapté aux blockchains d'entreprise, donc pas pour des raisons de performance, mais surtout en fait, c'est les technologies qui sont pas assez matures. Donc réagissent donc les mécanismes de consensus résistent plutôt le bon fonctionnement d'un système distribué et varient donc selon les besoins et selon le protocole blockchain choisi, donc public ou privé. Bonjour, je m'appelle Kojak, je vais reprendre la suite. Merci beaucoup Lisa. Je me présente assez rapidement. Je suis en 4e année blockchain, c'est-à-dire première année de master. Et juste pour revenir sur l'avant-dernière slide avec les différents consensus, je voulais juste donner quelques exemples par rapport aux consensus qui ont été cités. Pour Proof of Work, il y a Bitcoin qui l'utilise actuellement. Pour Proof of Stake, il y a Ethereum qui essaye de faire une transition vers le Proof of Stake, mais qui ne l'a pas encore fait. Le bon exemple là-dessus, ce serait plutôt Tezos. Le PBST,
il y a plusieurs blockchains qui l'utilisent, qui donnent en tout cas la possibilité de l'utiliser. Il y a Corda, Hyperledger, Sotus qui ont le consensus TBFT. Le ZKP est utilisé par par une blockchain qui n'est pas très connue, qui s'appelle EY, mais dans Ethereum 2.0, c'est prévu d'avoir du ZKP sur certaines parties. Et donc, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller regarder et lire un petit peu plus sur ces différents consensus et différents blockchains qui ont été cités. Alors, les propriétés générales des blockchains. Il y a énormément de protocoles dans le marché et ils partagent tous, en tout cas pour la bonne majorité, ils ont quelques points communs qui sont tout d'abord le registre distribué avec les transactions. Ces transactions, ce registre est distribué entre tous les acteurs et ils détiennent une copie identique dans chaque nœud. La deuxième partie, c'est la cryptographie. Elle sert pour tout ce qui est vérification, validation et pour s'assurer que les données sont uniques. Pour vérifier aussi qu'il n'y a pas de double transaction. Pour préserver l'intégrité et la protection en lecture des données. Il y a aussi le consensus, c'est-à-dire tous les blockchains utilisent un consensus, un type de consensus. Et ensuite, il y a les transactions qui représentent aussi les informations entre deux acteurs ou plusieurs acteurs même au sein du même réseau. Ensuite, il y a les aspects publics-privés, c'est-à-dire que les blockchains peuvent être soit mis en œuvre au sein de la même entreprise ou plusieurs entreprises ou dans un réseau public, c'est-à-dire ouvert à tous. Et le plus grand point commun qu'ils partagent entre eux, c'est surtout le manque d'intermédiaires. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'intermédiation pour avoir une autorité centrale. Ah. Alors, comment décider d'utiliser la blockchain ou pas sur certains projets. Pour cela, il faut remplir plusieurs critères. Pardon, je suis allé un petit peu plus vite. Excusez-moi. Les bénéfices généraux des blockchains. Excusez-moi. Le bénéfice, c'est le transfert des actifs tout d'abord. Il y a une transaction rapide entre différents acteurs à un moindre coût. Le très bon exemple serait le Lightning Network, où on a la possibilité de faire une transaction très très rapidement, quasiment instantanée entre différents acteurs. Il y a le notariat d'information, qui enregistre la provenance et l'empreinte digitale d'un document, horodatE et horodatE tout type de données. C'est, si je peux donner un exemple, dans Corda, ils utilisent bien ce système-là de notariat, où il y a une autorité qui permet d'enregistrer et de prouver la provenance de l'information. L'automatisation dans le sens informatique et blockchain. Par exemple, il est tout à fait possible avec la blockchain d'automatiser la comptabilité d'une entreprise. Et grâce à des smart contracts, on peut exécuter des fonctions automatiquement en fonction de ce qui a été envoyé à un contrat, à un smart contract. Il y a aussi la possibilité de suppression des intermédiaires. On peut devenir indépendant et fonctionner entre les différents acteurs et les participants de la blockchain. La blockchain elle permet aussi de réduire la fraude grâce au consensus distribué avec des données historisées immuables, la transparence. Il faut savoir que les données qui rentrent dans la blockchain ne sont jamais supprimées. On peut voir quelles sont les modifications qui ont été appliquées sur une telle ou telle donnée et voir tout l'historique de cette donnée. Ça améliore l'efficacité et la vitesse des processus. Grâce à l'automatisation, en fait, on peut devenir beaucoup plus efficace au niveau de nos traitements et différentes étapes de notre fonctionnement. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors,
critères d'applicabilité de blockchain. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs critères pour savoir si on utilise la blockchain ou pas sur tel ou tel projet. La toute première que j'aimerais citer, c'est le fait d'avoir multiples acteurs. Si dans notre projet on a multiples acteurs, il y a une possibilité de mettre la blockchain. Mais c'est pas suffisant. En fait, il faut valider au moins 3 points qui sont cités ici entre les multiples points de validation, multiples acteurs, réconciliation, qualité/traçabilité de données et auditabilité. Alors, pour donner un exemple, je vais passer une par une pour vous donner l'exemple sur la supply chain. Multiples points de validation. Dans un supply chain, si on suppose qu'on doit livrer un produit de Chine en passant par plusieurs acteurs vers la France. Déjà, rien que sur cette étape-là, on sait qu'on va avoir plusieurs points de validation, plusieurs étapes de certification de nos produits et la blockchain peut être utile pour automatiser ce processus-là et de rendre les informations plus fiables. Multiples acteurs. Dans le même exemple de supply chain, on va avoir plusieurs acteurs qui vont intervenir. Il y aura ceux qui vont s'occuper du transport, il y aura ceux qui vont s'occuper de la certification des produits et ainsi de suite. Et pour ça, si on prend les multiples points de validation et les multiples acteurs, on peut aussi mettre la blockchain pour assurer la fiabilité du réseau, la réconciliation. Pour la réconciliation, je donnerai plutôt un autre exemple. Dans un contexte d'une grande entreprise où on a plusieurs départements qui ont leur propre dataset. Pour réunir tous ces datasets et avoir des données en commun entre chaque département, on peut mettre la blockchain et permettre à tous de auditer cette blockchain pour avoir les mêmes informations et être sûr que l'information est la bonne entre tous les départements. Pour ce qui est qualité et traçabilité des données, c'est comme j'ai évoqué pour la supply chain, on revient sur les principes de base de blockchain. Tout ce qui rentre dans la blockchain reste dans la blockchain et on peut voir tout l'historique de chaque transaction. Donc, ça nous permet d'assurer les gens en face que nos données sont de qualité et on a la possibilité de tracer nos données. Et aussi, le dernier point, c'est l'auditabilité. Où il faut avoir un audit fiable et précis grâce à un registre de données immuable, avec transparence de l'identité pour chaque changement de données. Donc, si on met en place une blockchain, comme Lisa l'a évoqué, les données sont certifiées fiables, quasiment, si je peux dire ça. Et voilà. Merci du coup, Koji, pour ta présentation. Du coup, moi je vais reprendre le relais. Donc, je m'appelle Sharaf, je suis étudiant en 5e année. Je fais partie du coup de la première promotion qui sera diplômée à la fin de cette année dans le cursus blockchain. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu des ICO et vous présenter un petit peu ce concept innovant que la blockchain nous a apporté de manière un petit peu indirecte. Du coup, ce que c'est une ICO? Une ICO, c'est une offre initiale de pièces ou de crypto-monnaie. Donc, c'est l'équivalent un petit peu dans le secteur financier normal. Aujourd'hui, on connaît du public initial comme une IPO. Donc, les ICO, c'est un moyen de collecter des fonds parce que l'entreprise cherche à développer une idée ou créer une nouvelle monnaie. Sharaf? Oui. Oui, c'est Michael. Excuse-moi de t'interrompre un petit instant. J'ai l'impression qu'on a un petit souci sur le son dans le chat. Si vous pouvez confirmer si vous entendez bien ou pas, s'il vous plaît, parce que moi de mon côté c'est pas top et je suis pas le seul. Ouais, le son est super saccadé, Sharaf. Ok. Voilà, bon, bien sûr, Sharaf, tu es excusé. Il faut savoir que c'est Sharaf qui gère la régie du live via OBS et donc il utilise toute sa bande passante. Et donc j'espère que tu vas nous trouver une petite solution pour. Ouais, dites-moi si c'est mieux le chat, s'il vous plaît, pour avoir un dialogue plus fluide.
Yes, ça marche. Tu, Setup là, ok. Non, non, c'est bon, c'est bon. Apparemment, c'est bon. Je suis passé sur mon c'est setup de c'est stream good? normal, donc c'est good. Ok, ok. Vous nous excuserez à nouveau, comme je fais la régie en même temps, peut-être qu'il y a eu des Sarah? échos, etc. Ok, ok. Euh, du coup, Du c'est coup, bon, Michael, c'est bon. Du coup, pour revenir du coup à nos moutons, Sarah, je crois euh, qu'on t'entend pas. Est-ce que tu peux te connecter avec ton euh, téléphone et rejoindre la conf via le réseau GSM et pas oui, via la... Ouais, c'est bon, chat, je, oui. je vais meubler le temps que tu nous rejoignes. Bon, j'ai pas trop forcément suivi ce que tu voulais dire sur cette slide. Euh, je pense que le message principal à retenir, c'est que il y a eu une ruée vers l'or, hein, courant, on va dire, fin 2017, début 2018, avec énormément de levées de fonds via des ICO. Alors les ICO, c'est un terme qui veut dire Initial Coin Offering en opposition aux IPO. À l'époque, c'était une activité de financement qui n'était pas régulée. Dernièrement, donc l'AMF a constitué un visa qui permet aux gens qui veulent lever de l'argent via ce canal-là de s'assurer de leur, en gros, d'avoir un peu le tampon, si on peut dire, de la part de l'AMF. Euh, bon, j'espère que Chara va nous rejoindre, sinon je vais faire toute la slide. Euh, donc derrière ça, ce qu'on peut dire, hein, c'est que je pense que ça a assaini le marché. Ça permet d'apporter beaucoup de garanties aux gens qui vont investir sur ces solutions. Donc effectivement, les ICO font face à beaucoup de challenges. On peut penser aux class actions en masse qui ont été lancés du côté des Américains contre les exchanges majeurs du marché. Et il y a pas mal d'exemples hein, qui sont qui constituent des éléments qui ont freiné les ICO. Par contre, effectivement, en opposition au challenge, l'effet bénéfique, c'est que contrairement à toutes les autres technos du digital, cette techno s'est créée elle-même. Alors, je termine ma phrase, Sarah, cette techno s'est créée elle-même des moyens de se financer. Et petite parenthèse sur une anecdote que j'ai pu vivre il y a 2 ans. Il y a 2 ans, au niveau français, il y a eu une seule thèse qui a été financée par un énergéticien leader européen. Donc une thèse, bon, vous pouvez calculer hein, quelques petites règles de 3, combien ça coûte à un industriel. Donc c'est la seule que j'ai vue sur le marché français. En opposition, il y a eu des millions de levées par des startups pour développer leurs produits. Donc on peut imaginer que ces moyens de financement ont permis de faire énormément de R&D. Et donc ça, c'est un signal qui a été très positif et qui a été uniquement permis par les ICO sur des blockchains publiques. Sharaf, je te laisse continuer. Yes. Du coup, si je continue du coup sur ce que je disais, du coup, ces investissements, comme a dit Michael, ils Sharaf, je t'ai permettent. entendu, je t'entends plus. Mister Michael, là. Tu m'entends C'est maintenant? good? Ouais, Ok, c'est je te laisse la que parole. faut que je me mute sur le Meet. Du coup, tu vas pas m'écouter. Il faut que tu écoutes le live. Nice, excusez-nous. Hop là. Du coup, Oui, et comme je disais, du coup, pour les startups, ça représente du coup un investissement et un rendement très tu peux massif. reprendre, Sharaf? Oui, je reprends. Alors, je pense qu'il y a un vrai souci. Oui, je pense que tu as un vrai souci de retour, Michael. Tu m'entends? Alors je te laisse continuer. Ok. Du coup, ouais, comme je disais, pour certains ICO, au fait, ça génère un rendement très massif parce que les ICO, du coup, permettent d'avoir un capital qui est élevé, qui est beaucoup plus important que les IPO, en sachant qu'il y a beaucoup plus de personnes généralement qui participent pardon, dans ces levées de fonds, et qui permettent, au fait, même aux investisseurs, du coup, d'avoir des rendements beaucoup plus importants.
Je vais vous envoyer un lien, par exemple, pour illustrer mes propos sur le chat, qui est du coup le retour sur investissement de certaines ICO depuis leur création, où on peut retrouver des exemples très importants, comme par exemple IOTA, Ethereum, Next, etc. Pour les ICO, au fait, au départ, il faut savoir que pour la plupart, elles étaient non réglementées, de sorte que les investisseurs devaient faire preuve d'un degré élevé de prudence et de diligence lorsqu'ils recherchaient et investissaient dans des ICO. Et à cause de ces fraudes et de ces problématiques, au fait, autour des levées de fonds, aujourd'hui, elles sont minutieusement réglementées dans la plupart des pays. Notamment aux États-Unis par la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, qui intervient très souvent sur des soucis de fraude ou de manquement au KYC pour des ICO qui sont basés aux États-Unis ou qui utilisent le dollar comme monnaie de levée de fonds fiduciaire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu l'exemple de Telegram il y a très peu, qui ont levé 1,7 milliard de dollars dans une ICO, qui a un montant énorme comparé aux IPO qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Et la SEC du coup a tenté d'arrêter le projet parce qu'il y avait des prétendues activités illégales de la part des développeurs. Sauf que c'était très compliqué d'intervenir dans ce domaine-là qui n'était pas régulé dans le temps. Si du coup les ICO permettent de financer des idées, c'est pour des projets qui sont généralement très innovants et qui ne sont que très peu, voire pas du tout financés dans le domaine donc des IPO. Les premières utilisations des technologies blockchain, il faut savoir qu'elles étaient quasiment exclusivement de la crypto-monnaie au début, mais cela change très rapidement car beaucoup d'industries s'intéressent aux applications de ces technologies-là dans leur secteur. La première définition de la blockchain en soi, c'était dans les années 90, et ce n'est que très récemment, dans les années 2010 à 2015, que l'on commence à voir des développements plus sérieux. Par exemple, on a vu Bitcoin qui visait à changer la vision de l'argent, Ethereum qui essaye de créer une plateforme open source pour décentraliser des applications, et d'autres projets comme par exemple VeChain qu'on a vu tout à l'heure, qui sont intervenus pour présenter leur blockchain public pour la valeur, Tezos aussi qui est une plateforme open source pour les assets et les applications qui sont backées par des validateurs, des chercheurs, des développeurs, etc. Et un des exemples du coup qu'on a vu très récemment, c'est l'union entre Powerledger et Equator, qui du coup va créer la plus grande distribution ou le plus gros réseau de distribution en France pour ce qu'on appelle le self-power. Donc je vous mettrai un petit lien dans le chat si vous êtes intéressé de lire l'article tout à l'heure, et je trouve que c'est une application très très intéressante et innovante pour une technologie qui permet de mettre en place des projets de cette ampleur-là et de cette envergure-là. Si la blockchain n'existait pas, il serait très compliqué de mettre tous ces acteurs-là en consensus sur les points de livraison, par exemple de l'électricité, sur le carnet d'adresses de tous les clients, etc., etc. Il faut aussi comprendre que les ICO sont avant tout un catalyseur de la révolution technologique. Donc les budgets de R&D dans les grands groupes sont généralement très bas pour les nouvelles technologies pour diverses raisons. Quand on compare donc ces budgets-là de R&D qui sont aux alentours du million d'euros selon la technologie, contre par exemple les 500 millions d'euros qui sont levés par Tezos, les ICO sont clairement le booster de l'innovation au sein des petites entreprises et des startups qui sont désireuses de découvrir le potentiel de nouvelles technologies. Ça permet aussi à des jeunes personnes comme nous, par exemple étudiants à l'EGI, d'être les pionniers dans un domaine qui a un potentiel très très fort et qui va sans doute changer le monde de l'industrie demain grâce à l'apport de cette technologie-là. Et en parlant du coup de changement, personnellement par exemple, si je prends moi comme exemple, je travaille actuellement dans le secteur bancaire de l'investissement, dans une grande banque française. Donc c'est un secteur qui cherche à s'améliorer et à améliorer les opérations et les processus qui datent parfois de plusieurs décennies. Dans certaines banques par exemple, l'usage du COBOL est toujours courant. En sachant que le COBOL c'est un langage de programmation dans des années 60, donc il a été créé en 1959.
Donc les excuses qu'on présente généralement sont les mêmes. Donc on dit tant que ça marche, on ne touche à rien. Mais la vraie question du coup que les startups essayent de répondre en fait, c'est est-ce que ça peut mieux marcher sinon? L'exemple par exemple, pardon, excusez-moi, si je prends par exemple l'industrie de la transportation, de la logistique, une des plus grandes entreprises du coup qui contrôle le marché, c'est la CMA-CGM, qui est une entreprise de transport et de logistique, qui par exemple aujourd'hui pour transporter un container d'un point A à d'un point B demande à peu près une vingtaine de papiers à signer et de documentation à remplir. Donc le transport de cette charge, il est non seulement fastidieux de manière administrative, mais aussi il y a beaucoup de problèmes parce que ce processus-là doit être automatisé, il doit être digitalisé entre guillemets, et du coup pouvoir avoir un registre distribué entre les différents points de la chaîne pour non seulement optimiser, mais aussi réduire les coûts et les étapes à fournir pour transporter cette charge, c'est très important pour les entreprises. Si je prends un exemple un petit peu plus proche, vu qu'on est sur Twitch, l'industrie de l'e-sport, par exemple, est en pleine croissance. Il y a beaucoup de solutions qui sont basées sur la blockchain pour les utilisateurs. Premièrement, pour leur permettre de créer leurs jetons, pour leur permettre de soutenir la conception et le développement d'un jeu vidéo, pour permettre le commerce de biens virtuels entre individuels, par exemple. Je pense par exemple au skin CSGO, etc. En fait, ces jetons-là, ils offrent un contrôle aux joueurs pour pouvoir utiliser et échanger leurs objets en jeu, ce qui rend beaucoup plus important l'impact que les joueurs puissent avoir dans le monde du jeu vidéo. Dans le commerce, par exemple, du détail, par exemple, ou dans les grandes surfaces, la blockchain est aussi envisagée, par exemple, pour les services de traçabilité. On en a vu un petit peu, Kojak qui nous en parlait un petit peu plus tôt, par exemple pour la prévention de la contrefaçon, pour de l'audit par exemple. Et il y a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui qui sont déjà en déploiement, tels que l'utilisation par exemple de la blockchain pour transformer les programmes de fidélité. Pour vous permettre de mieux tracer les achats du client, mais aussi de pouvoir par exemple proposer au client dans des besoins par exemple d'advertising, du coup de promotion, des produits beaucoup plus adaptés. Et on peut imaginer qu'une fois que la blockchain, qui est un petit peu la colonne vertébrale de la donnée aujourd'hui, une fois qu'elle sera combinée avec de l'intelligence des objets, donc l'internet des objets, pardon, et de l'intelligence artificielle, ça aura un potentiel à changer très profondément les modèles commerciaux qu'on a aujourd'hui, vu que ça va non seulement impacter les données, mais aussi les flux de données et les flux monétaires qu'on connaît aujourd'hui. Je prends aussi un petit aparté pour parler d'un projet qu'on a fait à l'EJ il y a quelques semaines, du coup en collaboration avec 23 Consulting pour un cas d'usage de l'UNICEF, pardon. Donc c'était un projet pour tracer et réduire les pertes de vaccins autour du monde. Il faut savoir que par exemple aujourd'hui on compte entre à peu près 40% et 50% de vaccins qui sont inutilisables ou perdus quand ils sont transportés d'une ONG par exemple comme l'UNICEF vers les pays par exemple qui sont émergents. La blockchain permet de résoudre quelques soucis dans cette chaîne de livraison par exemple, mais c'est surtout au fait l'automatisation et la digitalisation en fait du process qui permet de toujours plus fiabiliser notre solution. Donc la blockchain, elle est non seulement ici pour aider à avoir de meilleures solutions informatiques, mais elle permet aussi d'apporter un nouvel axe en fait, qui n'existait pas avant et qui nous permet aujourd'hui d'offrir beaucoup plus de services comme de l'asset tracking, comme des registres distribués, comme des solutions de paiement, des smart contracts ou par exemple du trading et du vote en ligne par exemple. Du coup, comment aborder donc ces technologies distribuées? Et j'invite aussi Kojak à me rejoindre aussi sur cette slide. En fait, ici, on veut améliorer donc des processus où la réconciliation de données est inefficace ou coûteuse. En fait, les cas d'usage interne de traçabilité, d'audit, de gestion des données de référence peuvent grandement bénéficier en fait de technologies distribuées. Cela permet d'établir un niveau de confiance et de transparence tout en gardant des informations protégées mais partagées et garanties. Le champ d'appli. Oui, pardon, Lisa, vas-y.
Donc voilà, en fait, voilà, les champs d'application donc sont compatibles avec les directives du 3 à l'oubli ou les GDPR. Moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est cette technologie de blockchain. En fait, elle donne une clarté à chaque moment, voilà, des vérifications de ces informations et va réduire aussi la complexité des audits. On peut parler aussi de, par exemple, suppression des transactions ou des opérations, réduire le délai des traitements de paiement ou autres, voilà, consolider la confiance mutuelle entre les partenaires, livrer des données vérifiées, prenantes afin d'en faire des analyses correctes. Donc voilà, améliorer l'efficacité, accroître la transparence, créer de nouveaux modèles d'affaires. Et si t'as pas quelque chose à rajouter avant de faire la conclusion? Non, c'était très bien dit. Et du coup, en fait, avec cette technologie de la blockchain, on peut dire qu'en fait, c'est juste avant, s'il te plaît. Voilà, c'est la colonne vertébrale de confiance du numérique, de pilotage du monde, de l'internet, des objets, de contrôle des IA. Mais aussi, en fait, on peut se poser la question, en fait, avec les géants du cloud. Et comment ne pas avoir recours, en fait, à la blockchain as a service, auquel cas, on s'affranchit, en fait, certes, des investissements d'infra qui sont parfois lourdes, mais en contrepartie, voilà, administrées par un même fournisseur de services et donc, on va revenir quand même un tout petit peu à la centralisation. Merci. On propose quelques petites lectures si la blockchain vous intéresse et si vous voulez en savoir plus. Je vous conseille du coup de... Oui, c'est ça, en fait. À gauche, on peut voir The Bitcoin Standard, The Age of Cryptocurrency, et aussi la conférence de 2018 à Paris sur Digital Currency, Our Most Advanced Technology for Money. Pardon. Et donc, à droite, plutôt la blockchain révolution, le business blockchain, et voilà s'il faut investir dans les compétences. Merci à tous. Je suis de retour, excusez-moi, j'ai eu des soucis de réseau. J'ai l'impression que en ce moment les réseaux sont beaucoup sollicités, d'où des besoins de décentraliser pour être plus résilients. Il nous reste un quart d'heure ensemble. Alors avant de passer sur une rapide présentation du programme blockchain, sur ce qui a été dit par Lisa, Kojak ou Sharaf, est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'ils peuvent prendre une ou deux questions si on en voit qui sont remontées sur le chat. Je vous laisse 10-20 secondes pour la poser. Et si vous en avez pas d'autres, Sharaf, tu peux passer sur la slide de description du programme.